On l'oublie souvent, mais les premières tentatives d'imprimerie viennent d'Extrême-Orient. Dès le IXe siècle, les Chinois pressent des caractères en bois sur du papier. Pourtant, en Occident, c'est Gutenberg qui est considéré comme l'inventeur de l'imprimerie. Grâce à une machine efficace, la presse, il met au point vers 1450 ce qu'on appelle la typographie. Cette invention va le rendre célèbre. Elle permet de produire des ouvrages à grande échelle. Avant l'imprimerie, les livres étaient recopiés à la main par des moines copistes. Mot après mot, imagine le temps qu'il devait y passer. Gutenberg, ou Johannes Gainsfleisch de son vrai nom, naît à la fin du XIVe siècle à Mayence, une petite ville du Saint-Empire romain germanique, actuelle Allemagne. On sait peu de choses sur sa jeunesse et sa famille. Son père était commerçant et sans doute orfèvre, c'est-à-dire qu'il maîtrisait l'art de forger le métal pour fabriquer des objets. C'est sûrement grâce à son papa que le jeune Gutenberg développe très tôt des capacités dans ce domaine. Sa famille est plutôt riche, alors on pense qu'il est allé à l'école et même à l'université, ce qui n'est pas fréquent à l'époque, mais rien ne le prouve. En 1428, les artisans mayençais se révoltent contre leurs dirigeants. Toute la famille décide alors de quitter la ville. On ne retrouve la trace de Gutenberg qu'en 1434 à Strasbourg. C'est désormais un artisan aguerri. Il invente toutes sortes d'objets qu'il vend au plus offrant. Il imagine notamment 2 outils très utiles, l'un pour polir des pierres précieuses, l'autre pour fabriquer des miroirs. Si son travail suscite déjà l'admiration, il est encore à la recherche de l'invention de sa vie. Il commence alors à s'intéresser à l'imprimerie. Gutenberg tente de fabriquer une presse à imprimer, mais il a besoin d'argent. Il s'associe alors avec des bourgeois de Strasbourg. L'un d'eux, Andreas Dritzen, s'intéresse de près à l'imprimerie. Il est convaincu que c'est l'avenir du livre et exige de participer aux recherches. Mais peu de temps après, Andreas meurt et ses héritiers essayent de s'immiscer dans l'affaire. Devant le refus de Gutenberg, ces derniers lui réclament les sommes prêtées. C'est une catastrophe. Après un pénible procès, l'inventeur décide que, dorénavant, il gardera le secret sur ses découvertes jusqu'à leur commercialisation. Dans les années 1440, Gutenberg perfectionne son invention. Il passe des jours entiers enfermé dans son atelier et un beau matin, Eureka! Il parvient enfin à mettre au point une presse à imprimer. Elle fonctionne avec des caractères, c'est-à-dire les lettres de l'alphabet sculptées en métal que l'on aligne sur des sortes de rails de manière à former des phrases, mais à l'envers. Puis, on recouvre les caractères d'encre, on pose une feuille de papier dessus, on presse très fort et la page est imprimée. À l'endroit cette fois. C'est ce qu'on appelle la typographie. La composition et l'impression à partir de caractères mobiles en relief. Gutenberg finit par trouver le parfait alliage de métaux pour fondre ces caractères. Il détermine aussi lui-même la composition de l'encre qui va avec sa presse. Une encre suffisamment grasse pour qu'elle ne glisse pas sur le métal. Quant à la presse en question, elle est solide et bien rodée. Tout est au point pour commercialiser son invention. Il ne manque plus que l'argent. Encore une fois, Gutenberg doit trouver un mécène. Il retourne donc à Mayence et s'associe vers 1450 avec le banquier Johann Fust qui lui prête d'importantes sommes. L'inventeur peut désormais ouvrir son premier chantier d'édition. Après de premiers essais sur de petits documents, Gutenberg décide de fabriquer une Bible. C'est un choix plus que raisonnable, puisque c'est le livre le plus lu à l'époque. Il imprime environ 200 exemplaires de sa Bible à 42 lignes, appelée ainsi car chacune de ses pages est composée de 2 colonnes de 42 lignes. Tout le monde s'extasie devant ces petits caractères noirs parfaitement réguliers. En plus d'être le tout premier livre imprimé en Occident, la Bible de Gutenberg est un vrai chef-d'œuvre. Sa qualité est telle
que 500 ans plus tard, il en reste encore une cinquantaine d'exemplaires. En 1455, Johann Faust, qui a compris que l'invention de Gutenberg peut le rendre très riche, tente de se débarrasser de lui en l'attaquant en justice. Il l'accuse de ne pas lui avoir rendu les sommes prêtées 5 ans plus tôt. Et c'est vrai, mais Gutenberg n'est pas capable de s'acquitter de sa dette. Perdant le procès, il est privé de son invention et des revenus de la vente de sa Bible. À partir de ce moment, Faust va créer sa propre entreprise d'édition, utilisant la technique de Gutenberg. Avec son nouvel associé, un certain Peter Schoeffer, il va s'enrichir, aux grandes dames de Gutenberg. Gutenberg est outré. On lui a volé sa découverte. Heureusement, ses amis reconnaissent son talent et son génie. Adolphe II de Nassau, par exemple, l'évêque de Mayence, le prend sous son aile et lui donne même le statut de noble en 1465. Il s'engage aussi à lui fournir des vêtements et de la nourriture pour subvenir à ses besoins toute l'année. Malgré sa malchance, Gutenberg peut donc finir sa vie dans un confort relatif. À l'aide d'une presse plus modeste, il aurait même continué à imprimer de petits livres jusqu'à sa mort, à Mayence, en 1468. Comme tu le vois, la vie de Gutenberg est pleine de zones d'ombre. Pourtant, son invention est révolutionnaire. Grâce à elle, on peut fabriquer des livres plus facilement et en grande quantité, favorisant ainsi la diffusion des savoirs. Désormais, beaucoup plus de personnes ont accès à la connaissance. On utilisera cette technique d'impression jusqu'au XIXe siècle, date à laquelle d'énormes rotatives prendront le relais. Aujourd'hui, quand tu lis un livre, c'est un peu grâce à Gutenberg. Alors, tu peux lui dire un grand merci.